Bonjour à tous et bienvenue sur ce salon. Aujourd'hui, on va avoir un échange avec deux personnes qui vont se présenter beaucoup mieux que je ne peux le faire. Aujourd'hui, le thème, ce sera généralement la transparence et en particulier, on va parler de blockchain, mais la blockchain n'est qu'un outil. L'objectif, c'est quand même avant tout d'aborder la question de la transparence, en particulier dans le réseau bio et en particulier sur une marque qu'on va voir et qui s'appelle My English Tea Shop. Voilà, très rapidement, je vais me présenter. Je m'appelle Adrien Wetzmann. Je travaille aux études de l'agence Good et j'ai un parcours études avec Kantar, IRI, des boîtes de Cali. Et donc aujourd'hui, je suis responsable d'un panel distributeur en réseau bio qui s'appelle BioAnalytics. Voilà. Et je vais laisser mes deux interlocuteurs se présenter et vous présenter un peu leur parcours et pourquoi ils sont là aujourd'hui. Bonjour, donc moi je suis Cédric Richard, je suis le fondateur et le dirigeant de Nature Expression. Nous sommes le distributeur exclusif de la marque English Tea Shop sur le marché français. Donc nous sommes le partenaire depuis plus de 10 ans sur le marché français d'English Tea Shop. Après un parcours, on va dire, sur différentes fonctions, marketing et commercial international, toujours sur des produits alimentaires, j'ai fondé donc la société il y a 10 ans maintenant. Bonjour, je suis Maxine Roper, je suis cofondatrice de Connecting Food. Moi, je viens de l'agroalimentaire après avoir passé une vingtaine d'années dans l'agroalimentaire dans des sociétés comme Mars ou Sara Lee, également avec le cofondateur Stefano Volpi qui était chez Danone et également dans l'amont des filières agroalimentaires. On a vraiment vu le besoin pour pouvoir avoir plus de transparence, plus de traçabilité des ingrédients qui vont dans les aliments qu'on mange tous les jours, pour pouvoir voir d'où viennent les ingrédients et également pour pouvoir bien gérer les supply chains aujourd'hui. Donc on va parler un petit peu de la technologie derrière, mais pas en soi, mais plutôt qu'est-ce que ça peut faire pour les produits alimentaires. Un tout petit point de contexte, on est en réseau bio. Actuellement, il y a un problème, non pas de transparence, mais il y a un problème de défiance vis-à-vis de la certification, vis-à-vis de ce qu'on met dans les produits. Il y a beaucoup de consommateurs actuellement qui sont dans une forme de doute, qui se demandent quelle est la différence entre un produit bio qu'on va retrouver en réseau bio, un produit bio qu'on va retrouver en GMS et un produit bio qu'on va retrouver sur un marché. Donc actuellement, il y a vraiment des questions qui se posent du côté des consommateurs pour savoir quelles sont effectivement les différences entre les circuits et entre les produits. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on entend, moi je fais des groupes de consommateurs assez fréquemment et j'entends très souvent des choses qui sont totalement fausses, du type le bio espagnol ne suit pas le même cahier des charges que le bio français, ou bien dans le bio polonais on a le droit de mettre des pesticides. Voilà, tout ça, c'est des choses que j'entends très régulièrement et qui doivent être démontées quelque part. Et c'est hyper important pour le consommateur d'avoir une information vérifiable et fiable pour qu'il sache exactement de quoi il s'agit. C'est-à-dire que si jamais j'ai un consommateur qui vient et qui me dit « bah oui, mais c'est du bio polonais, donc c'est pas du bio », il faut être capable aussi de lui répondre avec des arguments et de lui dire « bon, bah voilà, pour telle et telle raison, vous avez tort ». C'est une question d'éducation du consommateur, bien sûr, mais c'est aussi une question de bruit médiatique. Et évidemment, je ne vais pas leur jeter la pierre. Ceux qui font du conventionnel ont tout à fait intérêt à ce que les consommateurs de bio soient dans le doute, ne sachent pas exactement ce qui est compris dans une certification bio. Quand vous demandez aujourd'hui à un conso, la seule chose qu'il va être capable de vous répondre, c'est globalement, il n'y a pas de pesticides et encore, je ne suis pas sûr. Si on lui parle d'alimentation animale ou des choses comme ça, c'est totalement impossible qu'un consommateur lambda vous réponde et connaisse le cahier des charges. Ce n'est pas leur métier, mais vous, votre métier, c'est d'expliquer en quoi vous êtes différent du conventionnel et même au sein du bio, en quoi des produits sont différents les uns des autres. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant mes deux collègues présenter le projet qu'ils ont, donc My English Tea Shop et Connecting Food. Et après, on parlera un peu de la genèse de cette collaboration et on expliquera aussi quels sont les intérêts à la fois dans le B2B, donc quand vous parlez à des distributeurs, quand vous parlez à vos producteurs partenaires, qu'est-ce que ça veut dire de mettre en place un outil
pour aller vers plus de transparence. Et enfin, en dernière partie de cette conférence, j'aborderai la question avec eux de qu'est-ce que ça veut dire aussi pour le consommateur, quels bénéfices il peut en tirer et comment est-ce qu'on fait pour communiquer de manière claire à un consommateur des processus qui sont finalement assez complexes au niveau technique. Voilà. Donc, je vais vous parler de Nature Expression très brièvement, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, nous on est un distributeur, nous sommes basés à Nantes. Nous accompagnons English Tea Shop donc, depuis leur mise en marché sur le marché français. Et nous sommes distribués en multicanal, donc aussi bien sur les réseaux spécialisés bio, bien évidemment, mais également sur des réseaux gourmets. Je vais particulièrement parler d'English Tea Shop, puisqu'on est là pour parler de la blockchain et d'English Tea Shop. English Tea Shop, donc c'est une marque de thé qui est née en Angleterre avec Ranjiva, qui est l'un des fondateurs, qui était ici avec nous. Il y a trois fondateurs, mais c'est une marque qui est très ancrée au Sri Lanka. Le site de production d'English Tea Shop est à Colombo, au Sri Lanka. Et dès le départ, en fait, la genèse du projet, c'est vraiment de créer de la valeur et de redistribuer la valeur au Sri Lanka sur l'ensemble de la filière thé. Il faut savoir qu'au Sri Lanka, le commerce international du thé, il est régi en fait par un marché à terme à Colombo, avec des traders sur le marché conventionnel qui achètent de la matière première thé pour la revendre sur les pays européens ou internationaux. Et ce système de vente aux enchères a en fait tiré plutôt la filière, on va dire, vers le bas, et ne permet pas de redistribuer de la valeur aux agriculteurs et aux parties prenantes de la filière sur le Sri Lanka. Donc la genèse du projet des trois fondateurs, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut, on a une matière première qui est magnifique, comment est-ce qu'on peut la valoriser et redistribuer de la valeur sur les communautés agricoles, rurales, qui vivent parfois dans des conditions très compliquées. Donc ça, c'était vraiment la genèse du projet. Et donc l'idée, c'était de créer une marque et de pouvoir conditionner en fait cette marque directement au Sri Lanka, de ne pas vendre une matière première avec des sacs de 25 kilos en Europe, mais de vraiment pouvoir valoriser le produit, le commercialiser directement de là-bas, et de passer outre ce système d'achat de la matière première au niveau du marché à terme. Et pour cela, c'était donc de travailler directement avec les agriculteurs, de les aider à mettre en place en fait, des itinéraires culturaux basés sur l'agriculture biologique, de pouvoir les aider à financer une certification biologique. Donc il y a tout un accompagnement, il y a trois piliers en fait, au niveau de la marque qui sont très forts, qui sont de rendre l'agriculture biologique bien évidemment attractive là-bas au Sri Lanka. Donc c'est ce système de financement. Il y a eu l'année dernière plus de 170 000 € d'investis au Sri Lanka pour contribuer à développer l'agriculture biologique. Donc c'est des certifications, c'est une augmentation de la conversion de terres d'agriculture conventionnelle vers l'agriculture biologique. C'est un deuxième pilier, améliorer le quotidien des agriculteurs. Donc si vous avez suivi récément les problématiques qu'il y a eu au Sri Lanka, les agriculteurs, il y avait plus d'énergie de disponible, notamment de fuel par exemple. Donc c'est de pouvoir en fait les accompagner quand ils ont des difficultés sur la partie énergétique ou sur même de la trésorerie avec l'inflation qui était très très forte. C'est de pouvoir vraiment travailler avec eux main dans la main et de les accompagner sur les difficultés. Et enfin, le troisième pilier, c'est de favoriser la transmission et l'éducation. Donc là, il y a tout un tas de programmes de formation, d'éducation et d'accompagnement sur le terrain, sur les itinéraires culturaux, au niveau directement des communautés rurales. Voilà, donc nous, effectivement, on a approché Connecting Food pour mettre en place le système de blockchain, puisque le travail en communauté et en filière est un fondement majeur en fait d'English Tea Shop. Il y a un nom, une philosophie chez English Tea Shop, c'est Pradjava.
Pradjava, ça veut dire communauté en singalais. Et ça résume un petit peu la manière de travailler en fait d'English Tea Shop. L'idée, c'est que l'ensemble des parties prenantes autour d'English Tea Shop, on va dire de l'amont du producteur jusqu'à l'aval, le consommateur, il faut que le produit qui est mis en marché soit bénéfique pour l'ensemble de la filière, de l'amont à l'aval. Donc c'est toujours cette réflexion, si je fais quelque chose, est-ce que ça va être bénéfique pour à la fois mon producteur et pour mon consommateur. C'est vraiment très très fort dans la manière d'approcher les produits et le travail chez English Tea Shop. Je vais peut-être passer la parole du coup pour en savoir un petit peu plus sur la blockchain et la technologie qui a été mise en place. Oui, donc ce qui est important, c'est que ce qu'on est en train de faire, c'est valoriser le travail qui est fait tout au long d'une filière. Également, ça se base sur 3 choses. Vous voyez ici, il y a 3 outils. La traçabilité, c'est la colonne vertébrale. C'est-à-dire que si on peut tracer un produit des producteurs tout au long de la filière jusqu'au consommateur, avec un outil, nous on appelle ça Live Track, c'est-à-dire qu'on se connecte avec des systèmes qui sont en place, qui peuvent être, on va voir, dans des pays très lointains avec des systèmes qui ne sont pas forcément toujours extrêmement élaborés, ou dans des usines de transformation à la fin avec des systèmes ERP qu'on connaît tous. Ce qui est important, c'est de pouvoir collecter ces informations sous tous les formats et pouvoir les relier entre eux. Donc faire une traçabilité sur lequel aussi on peut rajouter un deuxième outil qui s'appelle Live Audit, parce que ce qui est important, c'est que, on en parlait tout à l'heure, c'est que le bio, donc il y a un certain nombre de certifications qui prouvent le travail qui est fait ou sur tout cahier de charges qui peut avoir lieu sur une filière. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir prouver en permanence que ces critères sont respectés, non seulement au moment de la certification, mais à chaque production aussi. Et la technologie peut faire ça pour prouver auprès du consommateur final ou auprès d'un client qui peut être un distributeur, si on est sur un marque distributeur ou même un importateur, etc., que tous les critères sont respectés, que ce soit la rémunération, que ce soit le lieu de fabrication, que ce soit tout autre critère. Et la technologie peut faire ça tous les jours. Et un troisième, qui est le point émergé de l'iceberg, on va en parler sur English Tea Shop, c'est de valoriser ça auprès du consommateur final. Et ça, c'est la partie valeur ajoutée, en disant regardez d'où ça vient et qui l'a produit et comment, regardez exactement la certification qui a été respectée. Et vous, consommateurs, vous pouvez avoir une interaction et voir les gens qui sont derrière ça. Je parle juste 2 minutes de la blockchain, parce que la blockchain, ce n'est qu'une technologie qui permet, ce n'est qu'un outil. Donc, du coup, en soi, ce n'est pas intéressant, la blockchain, sauf ce que ça sait faire et la valeur que ça apporte dans tout ça. Donc, une blockchain, c'est un registre partagé qui fait qu'on ne peut pas changer les informations une fois que c'est enregistré. C'est une technologie qui, dans les transactions, une filière, c'est un nombre de transactions entre personnes qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, parce que ça peut être client-fournisseur, ils peuvent avoir des secrets de fabrication qu'ils ne veulent pas forcément partager. Donc la blockchain permet aussi de partager les informations sans donner tous les secrets. Et puis, c'est également un formidable moyen de le faire de manière très efficace. Plutôt que de faire via des humains, via du papier, on peut le faire via la technologie. Donc, et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe à un produit pendant tout son trajet, qu'on puisse capter et utiliser ces informations et les restituer sous tous les formats. Parce que ça se peut que aussi on veut savoir quelle est l'empreinte carbone de ce produit, quelle est la distance voyagée, c'est-à-dire est-ce que ça vient de très loin, est-ce que c'est tout près qui a fabriqué, et toutes ces informations puissent être encapsulées dans ce que nous on appelle digital twin, jumeaux numériques du produit physique, et ensuite montrer d'une manière qu'on le souhaite et avoir quelque chose de très complexe. Je parle un petit peu d'English Tea Shop, donc du coup juste pour savoir tout ce qui est derrière. Donc le côté technologique qui est derrière ce paquet de thé, on va regarder plus en détail tout à l'heure, mais il y a plus de 100 coopératives
il y a 19 fournisseurs, le producteur de thé, mais derrière tout ça, il y a 320 ingrédients. Donc, c'est des choses assez, assez complexes avec des différents pays. Et qui finissent dans presque 160 références. Donc, du coup, on n'est pas en train de parler d'un produit vendu localement à un endroit. On est en train de parler des produits qui sont complexes, avec des supply chains complexes derrière. Et ensuite, tout ça, c'est tracé, audité et puis restitué pour le consommateur sur le pack et via un moyen digital qui est le smartphone. Donc, est-ce qu'on va directement sur la démo ou, voilà. Donc, sur un QR code qui est sur le pack à la fin, qui va avoir accès à toutes les informations qui sont derrière. Donc, il y a énormément d'informations. Ici, c'est un QR code que vous pouvez scanner si vous le souhaitez avec votre smartphone parce qu'il est live, comme ça, vous pouvez voir. Mais aussi, on peut vous montrer un petit peu ce qui est derrière, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu le parcours du produit. Donc, le parcours du produit, donc on va voir ici, quand on scanne, ça ouvre on va dire, tout le parcours qui est de l'amont jusqu'à l'aval. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur celui-là, quand on peut aller sur la deuxième page, voilà, c'est aussi une carte qui va montrer le lieu. Est-ce que tu peux cliquer sur le deuxième petit point là? Ça se fait, ça? Oui, voilà. Donc une carte, et quand on clique sur la carte, on va voir. Hop, alors, comment est-ce qu'on peut cliquer sur la carte? Il faut le faire avec son doigt normalement. Hop. Attends, il marche plus. Ouais, c'est pas évident à faire quand c'est projeté. Peut-être qu'on peut le faire sur le téléphone. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas s'il y a des gens dans l'audience qui ont scanné, mais vous pouvez le voir sur votre téléphone, parce que c'est toujours un peu plus compliqué quand on est en connexion Wi-Fi avec. Oui, on n'a plus le Wi-Fi là, je pense. Ouais. On va faire un partage de connexion, c'est peut-être plus facile. Hop. Comme ça, on peut voir normalement une carte. Et quand on ouvre la carte, on va voir les différents ingrédients qui viennent du Sri Lanka, mais également qui viennent d'autres pays parce qu'il y a plus d'ingrédients. Il n'y a pas que le thé dans le pack. Et on peut cliquer dessus et on zoome et on voit les lieux où sont fabriqués les différents ingrédients. Ça, c'est le premier niveau. Après, on peut montrer chaque niveau au consommateur si on le souhaite pour savoir ce lot de produits qui est passé par telle usine de conditionnement par la suite. Et puis après, toute l'information qui est sourcée directement de la technologie qui est derrière. Donc, voilà, je vous invite à scanner comme ça vous voyez vous-même. Et Cédric, pourquoi est-ce que vous avez fait appel effectivement à cet outil? Quel était en fait le besoin que vous cherchiez à remplir? Pourquoi est-ce qu'on a parlé par exemple d'éthique, on a parlé de filière, on a parlé de sécurisation, on a parlé de labellisation? Qu'est-ce qui vous motivait effectivement pour My English Tea Shop à aller faire cette démarche? Parce que de toute évidence, ça engendre des coûts. Pour justifier ces coûts-là, il faut qu'il y ait un bénéfice derrière, ou en tout cas qu'il y ait un objectif attendu. Qu'est-ce que vous attendiez de cette démarche-là avec Connecting Food? Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'on a abordé les aspects techniques en fait de comment ça fonctionne. Maintenant, nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le travail en filière et le partage de la valeur, c'est quelque chose de très important pour English Tea Shop. Donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir révéler tout ça au grand public. Comment est-ce qu'on communique? Il y a effectivement
plein de labels et notamment des labels, donc label bio, label commerce équitable, que les consommateurs connaissent. Mais là, en fait, nous, il y a des choses qui vont bien au-delà de ces labels. Et comment est-ce qu'on peut communiquer ça facilement, simplement aux consommateurs? Donc là, c'était dans ce sens-là que nous avons bien évidemment mis en place la blockchain. C'était pour aller plus loin, pour savoir vraiment qui sont les producteurs derrière, qu'est-ce qu'il y a dans mon produit que je suis en train de consommer, en consommant ou en achetant ce produit, à qui... comment est-ce que je peux contribuer au développement finalement de la filière thé au Sri Lanka. Donc il y a un aspect qui est aussi très important et qu'on n'a pas abordé, c'est l'aspect émotionnel en fait entre le producteur et le consommateur. L'idée en fait aussi avec la blockchain et cette transparence, cette traçabilité, c'est de rapprocher finalement le producteur du consommateur. Nous, au Sri Lanka, les agriculteurs sont fiers aujourd'hui de s'être engagés avec cette marque, avec English Tea Shop, qui leur apporte un niveau de revenu supérieur. Les agriculteurs ont augmenté leurs revenus de 38% depuis qu'on travaille en fait avec eux. On a plus de 3000 agriculteurs aujourd'hui au Sri Lanka qui sont engagés avec la marque. Donc eux, ils sont fiers et ils sont fiers aussi qu'on puisse voir que ce sont eux qui font les bons ingrédients, qui composent les produits derrière. Donc ils sont fiers que les consommateurs puissent avoir cette information-là. Et pour les consommateurs, c'est aussi de se dire, bon, quand j'achète un produit aujourd'hui English Tea Shop, voilà, je sais que ça vient de telle région du Sri Lanka, c'est venu de telle plantation. Donc ça rapproche aussi. Je souhaite à tout le monde d'aller en vacances un jour au Sri Lanka, qui est un pays magnifique. Et donc c'est aussi, en fait, même si c'est très loin finalement le Sri Lanka de nous, ça rapproche l'information et on a ce sentiment d'appartenance en tout cas à la communauté et de peut-être proximité finalement avec ces producteurs qu'on peut voir sur l'application. Voilà. Et moi, je rajouterais aussi, parce qu'on a pas mal de recul aussi de plusieurs années de mise en place de différents projets de traçabilité et également d'audit utilisant la technologie et le montrer aux consommateurs. Je pense que d'abord, dans la partie mise en place d'un projet, ça permet également aider à nouer des partenariats stratégiques avec des fournisseurs, que ce soit sur le porc, sur le lait, sur le thé, sur nous, on travaille sur l'ensemble des différentes verticalités où on a déjà déployé. Et il y a beaucoup de nos clients qui nous disent que ça permet d'avoir ce lien avec leurs fournisseurs. Parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, dans les supply chains, d'avoir des partenaires stratégiques qui sont liés, qui sont fiers, mais également qui voient un bénéfice d'utiliser différents outils, c'est très important pour la solidité d'une filière, pour l'approvisionnement. Deuxième point aussi, c'est sur tout ce qui est pouvoir valoriser, parce qu'un bio ou un autre bio, peut-être qu'il y a certains qui veulent vouloir dire que voilà comment moi je travaille sur ma filière, voilà comment je travaille sur une filière de haute qualité et qui peuvent prouver que tous les jours il y a un audit qui est fait également techniquement et pas uniquement de se cacher uniquement derrière une certification qui est faite une fois pour 3-4 ans. Ça peut avoir aussi un impact sur les relations B2B avec ses clients B2B également. Et troisième point, sur les études consommateurs que nous, on a pu mener, on a vu une énorme différence. Les consommateurs qui scannent et qui voient qui est derrière le produit, c'est important parce que la localité n'est pas forcément une question de nombre de kilomètres, mais c'est une proximité avec ceux qui ont fabriqué le produit. Donc, c'est-à-dire qu'un produit qui peut venir un petit peu plus loin, enfin, forcément le thé, le café, etc., tout le monde sait que ça ne vient pas de France, mais de voir qui a participé à la fabrication dans le pays, mais également qui a fait la dégustation et la sélection dans des usines, fait une vraie proximité comme sur un farmer's market. Enfin, quand on va voir
la ferme juste à côté, psychologiquement, ça a le même impact et ça noue un vrai engagement entre le consommateur et la marque qui n'est plus juste une marque parmi d'autres dans un rayon de supermarché, mais quelque chose qui raconte une histoire basée sur la vérité, basée sur d'où vient ce produit et qui l'a fabriqué. Donc, beaucoup d'avantages de mettre en place ce genre de technologie pour une marque, à la fois avec ses fournisseurs, mais également avec ses consommateurs. Donc, on a parlé, je suis exactement ce que vous venez de dire, on a parlé du coup du consommateur, du fournisseur, et entre les deux, il y a une étape dont on a assez peu parlé pour l'instant, c'est celle du distributeur. Quand vous arrivez, alors chez Biocop, pour ne pas les citer par exemple, mais quand vous arrivez chez un distributeur et que vous leur dites « on est certifié, on a tels et tels et tels outils », quelle est la réception et sur quoi est-ce que vous vous basez dans le discours qui est un discours commercial finalement, pour convaincre les distributeurs de l'utilité. Parce que, comme Maxime l'a dit, un distributeur, il peut très bien se dire bah écoutez, moi, tant qu'il y a le tampon, que j'ai le bon logo dessus et que je sais que je peux le vendre à mes consommateurs, j'ai pas besoin d'autre chose finalement. Qu'est-ce que ça leur apporte et qu'est-ce que ça peut apporter comme avantage concurrentiel finalement par rapport à une marque qui n'a pas ce type d'information-là ? Alors très clairement, aujourd'hui, à chaque fois qu'on échange avec les distributeurs sur cette technologie et qu'on montre ce qu'on vient de vous montrer là sur le smartphone, ça suscite un très très grand intérêt, bien évidemment, puisque au-delà de la bio, de la certification, les consommateurs aujourd'hui sont en recherche de sens dans leur consommation, veulent de la transparence justement, comme les études le démontrent également. Et il y a des vraies questions. Nous, là, aujourd'hui, sur le salon, des magasins nous disent qu'ils ont de plus en plus de questionnements des consommateurs en point de vente sur justement l'origine des produits, comment c'est fabriqué. Et donc là, on leur apporte un outil qui répond à beaucoup de questions. Donc il y a bien évidemment un très très fort intérêt aujourd'hui sur la filière thé. C'est une initiative qui est très innovante parce que c'est assez complexe sur le thé. Il y a quand même, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'ingrédients, on a beaucoup de produits, donc c'est quelque chose au niveau du traitement de la data, et ça nécessite un gros travail pour pouvoir encapsuler toutes ces informations, les restituer, les vérifier. Mais on a justement un très fort intérêt, bien sûr, des distributeurs. Et on croit beaucoup, nous, en cette technologie pour aller plus loin sur la transparence. On pense vraiment que c'est quelque chose qui est déjà actuel et qui va se développer sur l'avenir. Et je rajouterais aussi un point qui est important, c'est qu'on parle ici, on parle de l'agroalimentaire ou des produits qui sont vendus en grande distribution qu'on paye en tant que consommateur quelques euros au final. Donc, ce qui est important, c'est que l'agroalimentaire, c'est typiquement un marché à très fort volume, à marge unitaire relativement faible, et il ne faut pas avoir des technologies qui vont exiger d'augmenter les prix au final au magasin. Ce n'est pas du tout le parti pris. Et c'est tout l'intérêt d'utiliser la technologie aujourd'hui pour faire qui peut traiter une énorme quantité de data extrêmement complexe, le mettre dans l'ordre et le lire 24 heures sur 24 parce que ça ne se fatigue jamais. Et puis créer de la valeur à la fin, également créer de la valeur au début de la filière en faisant cette connexion, mais sans forcément avoir des prix qui vont exiger d'avoir une ligne particulière qui est une énorme une ligne technologique. Ce qui est le parti pris de Connecting Food, c'est de partir de l'existant, les sources d'informations existantes. Ce qui est important, c'est de pouvoir tout mettre ensemble, faire une traçabilité en temps réel 24 heures sur 24, de pouvoir également rajouter de l'audit qui est fait digitalement pour améliorer les process et de le faire en tenant compte de la réalité d'une industrie qui est celle de l'agroalimentaire, mais également du cosmétique, également, ou des différents produits qu'on achète au quotidien en tant que consommateur.
Je voudrais aussi savoir si, vis-à-vis des producteurs, justement, vous avez rencontré, soit dans votre expérience, soit vous, dans l'ensemble des case studies que vous avez eus, est-ce qu'il y a déjà eu soit des réticences de la part des producteurs, soit des choses qui étaient compliquées, ou bien est-ce qu'au contraire, ça ajoute rien de particulier au boulot d'un producteur, et auquel cas, finalement, c'est juste le fait de publier ces informations qui fait la différence. Je voudrais savoir un peu quelle est la réception des producteurs partenaires quand on leur dit maintenant vous allez être intégré dans une blockchain. Est-ce que ça change quelque chose pour eux? Est-ce que ça change rien pour eux? Et qu'est-ce que ça peut leur apporter? Parce qu'on a parlé de certification, on a parlé de traçabilité. Quel est l'intérêt vu ou les points effectivement d'achoppage vu du côté des fournisseurs qui eux effectivement sont déjà dans une relation avant la mise en place de cette blockchain et vont rester après. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des relations entre la marque et les producteurs partenaires? Alors sur ce point-là, en fait, les informations de traçabilité, on les a déjà en fait, puisque on a une exigence de traçabilité dans la certification bio, dans le HACCP qui est mis en place sur le site de production. Donc toutes les informations, comme on l'a dit, en fait, sont déjà existantes. Donc pour le producteur, on ne va pas lui demander forcément un travail supplémentaire. Il y a un travail supplémentaire au niveau de la vérification de la data et de la mise en place de tout le travail de Connecting Food avec les équipes d'English Tea Shop. Mais au niveau des producteurs et des agriculteurs, quand on achète du thé à un agriculteur, on a un numéro de lot, on a tous les documents en fait, de traçabilité qui vont avec. Donc ça, c'est déjà existant. Et donc, c'est vraiment reçu de manière très positive parce qu'il n'y a aucun travail supplémentaire de leur côté. Et par contre, ça leur permet d'exister aux yeux des consommateurs et de valoriser leur travail. Donc ce n'est que bénéfique en fait, pour eux. C'est vraiment un plus. Tout à fait. Et puis ça, c'était le parti pris de base, c'est de ne pas créer un travail supplémentaire, parce que le travail d'un producteur, c'est de produire et pas de rentrer des informations. Et justement, toutes ces informations existent déjà, mais ils sont dormants. Et ils sont juste, on va dire, activés en temps de crise ou en temps de rappel produit. Alors qu'en fait, ces données peuvent être valorisées. Nous, je disais tout à l'heure, on a déployé sur plein d'autres produits aussi. On a des agriculteurs aussi en France avec qui on travaille depuis la création de Connecting Food. Donc, la société a créée en 2016. On travaille avec eux depuis 2017. Et c'est eux qui sont venus vers nous pour dire « Je voudrais pouvoir valoriser ma production auprès du consommateur final » parce que, par ailleurs, ils travaillent pour d'autres marques, mais ils disparaissent derrière la marque. Et ce qu'ils voulaient faire, c'était de dire j'ai des productions de qualité et je veux être visible via l'emballage. Et ils sont mis en avant. Donc, du coup, de la même manière, c'est-à-dire que le consommateur scanne le QR code des produits et peut voir quelles sont les fermes où le produit, d'où il vient, etc. Dans le détail, il y a un dialogue. Donc, du coup, le fait qu'il n'y a pas de travail en plus, le fait qu'il y a une valorisation en plus, et puis également le fait qu'il y a cette connexion, il n'y a pas de réticence, au contraire. Ouais. C'est très intéressant ce que vous dites sur la valorisation du producteur, parce que finalement, c'est déjà fait dans des produits conventionnels, mais de manière... Comment est-ce que je vais pouvoir exprimer ça de manière polie ? De manière, on va dire, un peu plus évidente, un peu plus grossière. C'est une tendance qu'on retrouve notamment chez les produits frais qu'on voit chez Carrefour, où on va vous mettre la photo d'un producteur, on va vous mettre une petite carte en vous disant « il habite ici », et du coup, ça devient une forme de confiance qu'on développe. Moi, j'avais une question pour Maxime, plus précisément sur quand on est une petite société. Ici, il y a quand même une majorité de TPE, PME, d'entreprises qui ont quand même des budgets réduits et qui vont avoir parfois plusieurs filières, plusieurs activités. La My English Tea Shop, c'est uniquement du thé, de la tisane, mais on va avoir ici des producteurs qui font aussi bien du frais que du vrac. Quelle solution est-ce que vous développez pour pouvoir vous adapter aux besoins d'une société qui est plus petite ? Parce que dans
dans l'imaginaire, dans le fantasme collectif, la blockchain, ça sert si on fait 100 000 batchs par an sur des millions et des millions d'euros. Et en dessous de ça, on se dit, est-ce que je peux me le payer? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça va être activé chez moi? Qu'est-ce que ça va pouvoir apporter? Par exemple, alors que moi, je fais du vrac, quelles sont les réponses là-dessus que vous pouvez apporter? Et après, j'ai une petite question également pour Cédric. C'est quand vous avez commencé ce partenariat-là, comment est-ce qu'en interne, avec My English Tea Shop, ça a été reçu? Parce que je sais qu'effectivement, vous êtes My English Tea Shop, mais comment est-ce qu'eux ont reçu cette information-là et ce passage quelque part dans une nouvelle ère du produit? Donc, ce qui est important, c'est que vraiment, nous, on travaille avec les plus petits et les plus grands. C'est-à-dire que c'est complètement, comme je disais, on a des clients qui sont vraiment agriculteurs et qui travaillent avec nous. Donc, du coup, c'est des agriculteurs qui sont plutôt, ils font pas du tout les gros volumes du tout. C'est vendu en magasin. Et ce n'est absolument pas une barrière au niveau du prix. Donc le pricing, c'est lié à la quantité de produits, etc. Donc du coup, c'est plutôt dégressif, on va dire. Enfin, on peut le faire même si on est tout petit. Il y a aussi, vous avez posé la question sur le vrac. Ce qui est très important aussi, c'est que dans le vrac, on veut également savoir d'où ça vient, avoir une traçabilité. C'est très important. On a également un outil qui rend possible de savoir le lot, parce que nous, on travaille lot par lot, c'est-à-dire que la traçabilité est faite lot par lot et les lots sont de tailles différentes selon si on est dans la ferme, forcément, ça a une taille particulière. Si on est à la fin, c'est souvent 1 heure ou 2 de production. Voilà. Donc, du coup, on relie ces lots entre eux. Et puis, quand on est en vrac, c'est exactement la même chose au magasin aussi. On a un outil qui permet de relier le vrac, les livraisons en vrac avec d'où ça vient, parce que c'est exactement la même manière. L'emballage à la fin, c'est plutôt différent, donc, mais ça ne change rien. Donc la technologie est capable de relier tout ça, parce que la data, la donnée existe pour la traçabilité qui est obligatoire depuis les années 90-2000. C'est obligé de pouvoir tracer. Voilà. Donc pour répondre à votre question sur la perception interne de la mise en place de la blockchain, bien évidemment, c'était reçu de manière très positive puisque ça nous permet de révéler à tout le monde les bonnes pratiques qui sont mises en interne et qui sont des choses qui sont pas perceptibles quand un consommateur passe devant un pack de thé de 20 sachets. Qu'est-ce qui va le différencier d'une autre marque? Et aujourd'hui, ça permet, avec ce QR code, de voir toute l'approche filière en fait, qui est très singulière d'English Tea Shop. Donc, c'est un outil, bien évidemment, qui met en valeur et qui met en valeur toute cette démarche de filière. Je voulais aussi rajouter une petite chose sur un aspect technique du coup, et notamment par rapport aussi au coût. Là, sur le pack que vous avez vu, qui a circulé un petit peu, c'est un sticker qui est mis sur le pack avec le QR code. Il faut savoir qu'en fait, sur les chaînes, donc c'est pas un sticker qu'on va mettre sur les produits, il y a un encart qui reste blanc sur le pack. Et en fait, puisque chaque lot de production a des lots d'ingrédients différents, le QR code il est imprimé directement sur la ligne de production. Donc c'est un QR code dynamique qui est imprimé en fonction des datas des ingrédients qui composent le produit. Donc c'est aussi assez facile, on va dire, à mettre en place sur la ligne de production. Voilà. Et alors, je crois qu'on va devoir à peu près conclure dans pas trop longtemps. Oui, il est 45. Juste le temps pour une dernière question à chacun. Alors, Maxine, je sais qu'on a parlé notamment de l'expérience des consommateurs. Alors, moi, en tant que consommateur, on me demande de flasher un QR code, de me rendre sur un site, d'accepter des cookies. Je me demande tout de suite que vont devenir ces données.
sont-elles partagées? Qu'est-ce que vous relevez? Est-ce qu'il y a, parce que quand on parle de transparence, il faut parler de transparence jusqu'au bout. Donc, est-ce que là-dessus, vous avez déjà perçu de la part des consommateurs ou même de la part des marques partenaires des problèmes où ils se disaient mais attendez, là c'est des données personnelles, je veux pas que nos consommateurs partagent. Voilà. Et de l'autre côté, pour Cédric, est-ce qu'il y a déjà une attente en fait sur My English Tea Shop en termes d'utilisation, puisque je sais que l'application en elle-même peut relever des données de navigation, mais a priori, si j'ai tout bien compris, pas de données personnelles. Ça, c'était sur le côté transparence pour les utilisateurs. Donc pour répondre, quand on scanne le produit et on ouvre, il y a, comme on est GDPR, il y a un flash qui dit est-ce que vous voulez accepter ou refuser? Vous pouvez refuser tous les cookies. Donc du coup, là, il n'y a aucun souci. L'objectif, c'est vraiment de partager les données avec le consommateur qui a envie. Ce qu'on voit aussi en termes de l'utilisation, c'est que le maillon qui est le plus regardé, c'est plutôt le premier maillon qui intéresse, d'où ça vient. Les consommateurs vont rester en moyenne entre 3 et 4 minutes, ce qui est assez long, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui les intéresse et qui vont lire. Donc du coup, c'est un service rendu pour... Il n'y a pas de contrepartie, on va dire. Donc, moi, je voulais rajouter une petite chose aussi par rapport aux consommateurs, justement. C'est quelque chose qui est quand même assez nouveau aujourd'hui. Donc en magasin, c'est quelque chose que nous, on va accompagner par de l'information pour expliquer qu'est-ce qu'on peut découvrir en flashant ce QR code. Et il va falloir accompagner les consommateurs et les personnes des magasins, bien évidemment. Donc on aura des éléments de communication à transmettre par rapport à ça. Maintenant, sur les usages, aujourd'hui, le Covid n'a pas fait que des choses positives, mais effectivement, les gens sont quand même beaucoup plus habitués à utiliser leur smartphone aujourd'hui et à scanner des codes qu'il y a encore 2-3 ans. Donc, en tout cas, nous, on pense que le consommateur est prêt par rapport à la technologie, par rapport à l'utilisation, et il y a un vrai besoin, et il y a une vraie attente du consommateur sur l'information. Donc c'est quelque chose qu'on est impatient de lancer les produits avec les premiers codes, donc début janvier 2023 en France, et de voir les retombées. Mon rôle a été d'introduire, ce sera aussi de conclure. Je vous remercie tous pour votre attention. Bien sûr, Maxine et Cédric se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions. Je pense qu'on va couper ici, mais bien sûr, vous pouvez échanger avec eux à la suite de cette conférence. Merci encore.